Nous avons oublié de le stipuler au début. Ce podcast, comme tous les autres, ne constitue pas un avis ou opinion juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat pour discuter de votre situation particulière. Bienvenue au Polycure, épisode spécial. Je suis accompagné d'Anna Règle. Comment vas-tu? Bien, comment vas-tu? Très bien aussi. Tu m'as fait le privilège, tant qu'à faire un jeu de mots, pun intended, de discuter du privilège entre l'avocat et son client. La Cour de l'Ontario a jugé un cas récemment à ce niveau-là. Je crois que la plupart des gens ne connaissent pas l'étendue du privilège, qu'est-ce qu'il sert et en quoi cette décision vient clarifier certains éléments par rapport au privilège. Je vais te laisser m'expliquer qu'est-ce que le privilège et comment ça intervient justement dans une gestion d'incident, parce que c'est le cas dans lequel qui nous occupe. Super. Ouais, écoute, je pense que tu as déjà fait le jeu de mots, fait que je ne vais pas l'en faire. Je t'ai enlevé ce privilège. C'est ça. Okay. Privilège, ou en anglais c'est privilege, en français souvent on va référer au secret professionnel. En gros, le principe reste le même que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada. C'est une communication qui existe entre un avocat et son client. Une communication qui a pour but la demande ou la prestation d'un conseil juridique et qui est faite et dont les parties ont l'intention de garder confidentiel. Donc vraiment, ce trio d'éléments réunis fait en sorte qu'on a ce qu'on appelle le secret professionnel ou solicitor-client privilege. Il y a d'autres privileges qui existent également, donc litigation privilege. C'est un concept qui est un peu différent. On ne va pas s'embarquer dans le litigation privilege. Mais litigation privilege va rapidement à la différence. N'a pas besoin nécessairement d'impliquer un avocat, mais ça s'applique à tout document ou toute communication qui est faite pour l'objectif principal de se préparer à un litige éventuel. Donc vraiment l'objectif principal. Et ce que ça fait, c'est que ça crée une zone de protection, une bulle de protection pour ces documents et ces communications-là aux fins de ce litige uniquement. Et lorsque le litige ou le litige anticipé se termine, cette protection disparaît. Versus le secret professionnel, c'est un secret auquel est tenu l'avocat. C'est un secret qui appartient au client, ultimement, et sur lequel le client peut renoncer, tant intentionnellement que non intentionnellement. Et il sert vraiment à protéger des documents ou des communications qui ont vocation à être confidentielles, et ça permet à un client d'être vraiment franc et transparent avec le professionnel avec qui il fait affaire, notamment l'avocat. Au Québec, on a cette notion de secret professionnel est même protégée par la charte et s'applique également à d'autres professionnels. Ailleurs au Canada, non. Donc on va focus sur la notion secret professionnel, privilege, comme elle est entendue à travers le Canada. Commençons là. Oui. OK. Mais là, on est dans un podcast de cybersécurité, c'est ça? Oui, tout à fait. Fait que là, on bascule, puis parce qu'on en a déjà parlé en ronde de ces éléments-là, où l'importance d'avoir un avocat dans un incident de cybersécurité, justement, parce que le privilège ou le secret professionnel vient baliser un certain nombre de choses, il vient guider et aider le client, dans ce cas-ci, à manœuvrer dans son univers associé à ça. D'où l'intérêt pour moi de justement d'en parler là, parce que l'Ontario, la Cour de l'Ontario a tranché, a défini des balises sur lesquelles la compagnie n'était pas contente. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on allait en cours, parce qu'il y avait une chicane entre deux parties. Et bon, ça a donné cet élément-là. Donc, pour moi, je connais peu ça. Ça a un peu bousculé ma compréhension de comment le secret professionnel s'articulait dans un cas d'un incident de cybersécurité. Donc, j'aimerais ça que tu ailles un peu plus loin dans le contexte spécifique d'un incident, en quoi ça sert, puis justement, pourquoi on s'en sert, et encore dans ce contexte-ci, comment la Cour de l'Ontario, et il faut que je le rappelle avant que tu le dises, la cause est en appel, fait que ce qui est là peut changer selon ce qui va se passer en appel ou si pas. On va baser sur la décision qui a été prise à l'heure actuelle. Okay, formidable. Avant de s'embarquer dans les faits de la décision de la Cour de l'Ontario, je pense que c'est vraiment important de bien comprendre pourquoi est-ce que le secret professionnel existe. On en a parlé, c'est quoi le secret professionnel, mais comment est-ce que ce secret professionnel devient pertinent dans un contexte de réponse à un incident de cybersécurité ou en cybersécurité
en général. Donc, ce que ça va faire lorsqu'on invoque le secret professionnel, on va l'invoquer lorsqu'on refuse de produire certains documents en cours ou on refuse de produire certains documents à une autorité de contrôle réglementaire, que ce soit un commissaire à la vie privée, comme c'était le cas en l'espèce dans la décision de la Cour de l'Ontario. C'est quoi les types de documents qui sont visés? Bien évidemment, il y a le document classique, l'avis juridique de l'avocat à son client. Là, il y a très peu de doute, il est protégé. Pourquoi? C'est une communication directe entre l'avocat et son client pour fournir un conseil juridique à son client et qui a bien évidemment l'intention d'être confidentiel par toutes les parties. D'autres documents qui deviennent un peu plus compliqués, c'est lorsqu'on commence à insérer une partie tierce dans tout ça. Donc, on dit, le secret professionnel, c'est une communication entre l'avocat et son client. On commence à embaucher une firme en cybersécurité qui vient produire des rapports, qui vient produire de la documentation, qui s'insère dans la chaîne de courriel. Là, la question se pose, est-ce que ces communications-là continuent d'être protégées par le secret professionnel? Puis c'est vraiment le cœur de la discussion. Puis la raison pour laquelle c'est super important, c'est que ces rapports-là, normalement dans le cadre de recours collectif et également dans le cadre d'enquête de la part des autorités de contrôle, ces documents-là peuvent devenir extrêmement pertinents parce qu'ils renferment certains faits et certaines opinions d'experts tierces, de parties tierces qui révèlent quand même beaucoup sur l'incident et parfois sa gestion subséquente. Si j'étais avocat en recours collectif du côté demande, un des premiers documents que je demanderais dans le cadre d'un recours collectif serait le rapport de ces experts-là. Et en défense, mais bien évidemment, ils veulent invoquer que ce document est protégé par le secret professionnel pour refuser de devoir le produire en cours et de donner vraiment un blueprint de comment s'est déroulé l'incident ou qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, voici le pourquoi on veut protéger et pourquoi ça devient vraiment un enjeu. C'est vraiment l'insertion de cette tierce partie qui vient s'immiscer dans la conversation. Là, on peut se poser la question, puis prenons cette hypothèse. Mettons que mon client est hispanophone, je ne parle pas espagnol. Mon client décide d'embaucher un traducteur ou me demande d'embaucher un traducteur, qu'on l'embauche, et lui, il s'insère dans la même pièce avec nous et commence à traduire de l'espagnol vers le français pour qu'on puisse se comprendre et agit comme interprète et courroie de transmission vraiment pour cette information-là. Tant et autant que cette personne est en train d'agir comme un rôle de traducteur, à assembler ou à partager de l'information entre une personne et une autre, ce n'est pas sa présence, tant et autant que les parties ont l'intention de garder ça confidentiel, qui va faire en sorte que le client va perdre le bénéfice du secret professionnel sur ses communications. On veut permettre au client l'opportunité d'être capable d'être bien conseillé. Oui, mais c'est là j'ai la question connexe parce que la firme externe va un peu plus loin que simplement, tout dépendant du moment, mais il y a des cas réguliers ou des cas où la firme va agir dans l'incident. Donc, elle n'est plus que le traducteur, mais devient partie prenante en quelque sorte. Puis c'est là où est-ce que ma réflexion a du sens ou ce n'est que le traducteur dans ce cas-ci, comme selon ce que. En fait, tu as raison d'un certain point de vue. Mais de l'autre côté, c'est la raison pour laquelle c'est super important de bien baliser contractuellement le rôle de ces équipes externes. Donc, leur rôle au niveau de l'intervention et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Après, si l'objectif qui leur est donné normalement, c'est d'enquêter sur la situation, donc aller vraiment colliger des faits et des renseignements. Par exemple, si moi, j'avais la capacité d'analyser tous les logs d'un incident. J'aimerais ça te voir faire à l'œuvre. C'est ça. Je rentre dans le SIM, je commence à éplucher des logs à longueur de journée et ça coûte beaucoup trop cher aux clients. Mais bon, si j'étais capable et j'avais ces capacités de faire cela, je ne pense pas que les gens mettraient en question le conseil juridique que je fournis par la suite basé sur les conclusions de mon analyse. Et chose qu'on fait régulièrement, il y a des avocats qui vont enquêter dans un milieu de travail, ils vont rassembler des informations de la part des employés, de la part des systèmes, ils vont lire des documents, assembler toute cette information et fournir un conseil juridique. Très intéressant. Donc, dans ce cas-là, il faut clairement baliser avec le contrat la portée de l'action de la firme. Ça n'est que, comme tu le mentionnes, quelqu'un qui va analyser une situation actuelle. L'analogie du traducteur s'applique entièrement, mais si celle-ci vient nettoyer, plus un calinette de ce monde qui vient nettoyer après l'incident, incluant les choses, est-ce que ça vient changer un peu
la portée et incidemment la protection ou l'analogie? Donc, je ne pense pas que ça a été débattu à ce point, mais si un certain nettoyage est nécessaire pour être capable de rassembler l'information et de le mettre de manière intelligible pour l'avocat, je pense que ça s'inscrit, où il y a un argument à faire que ça s'inscrit dans le rôle de cette firme externe. Donc, si on arrive sur place et les systèmes sont cassés, ben, naturellement, pour être capable de faire son enquête, l'enquêteur doit réassembler certains systèmes et être capable d'extraire de l'information. Donc, cette tâche n'est qu'incidente au fait qu'il est en train de mener une enquête pour le compte de l'avocat pour que l'avocat puisse ultimement conseiller son client. D'accord, ouais, ben là, ça devient intéressant de la façon que tu l'expliques. C'est essentiellement la firme externe est commissionnée ou mandatée par l'avocat pour l'aider à émettre une opinion qui devient une opinion juridique. Donc, il est sous le parapluie de l'action de l'avocat pour aider son client. Exact. Au fait, tous les contrats, normalement, et les lettres d'entente avec les firmes externes, soit le cabinet d'avocats est partie prenante, et uniquement le cabinet d'avocats est partie prenante à ce contrat, et par la suite, il le fait au nom de son client, ou c'est un contrat tripartite, donc il y a différentes façons d'organiser le tout, mais l'avocat fait tout le temps partie de cette entente. Il y a tout le temps des clauses qui expliquent nécessairement c'est quoi l'objectif poursuivi et balisent vraiment le champ d'action de ces intervenants, de ces consultants en cybersécurité. Ça fait que des balises très, très claires qui sont, dans ce cas-ci, c'est bien, qui sont mis sous l'égide de l'avocat qui vient contrôler l'ensemble de ça. Donc, justement, il y a moins de place à l'incertitude, comme ce que moi, ma perception des choses se place par rapport à un instant comme celui-là. Mais en fait, si mettons, un juge était à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Une des premières choses qu'ils vont examiner, c'est, premièrement, ils vont dire, OK, est-ce qu'il y avait un conseiller juridique qui était impliqué? Normalement, c'est des conseillers juridiques externes qui sont impliqués et non le conseiller juridique interne. Le conseiller juridique interne peut porter deux chapeaux, celui du conseiller d'affaires, celui du conseiller juridique. Normalement, lorsqu'on fait appel à une firme externe d'avocats, c'est parce qu'on veut un conseiller juridique. Donc, le point de est-ce qu'on est en train de faire cela pour un objectif juridique ou un objectif d'affaires? Mais il y a un argument plus fort à faire qui a vraiment un objectif juridique poursuivi en embauchant un cabinet externe. Deuxièmement, mais c'est au niveau des ententes. Donc, si un juge ou un décideur disait « laissez-moi voir les ententes en premier lieu, laissez-moi examiner cela », mais les ententes devraient être claires par rapport au champ d'action de la firme externe ou des firmes externes, le cas échéant. Et par la suite, mais ça se peut que le juge ne soit pas satisfait de cela, pose plusieurs questions, qu'on ait des témoignages, etc. Mais tout derrière, toutes les actions que tant la firme externe a prises, que les avocats ont pris, que le client a pris, doivent refléter l'entente, ultimement. C'est pas en mettant l'avocat en CC dans un courriel qu'on obtient il n'y a pas de privilège parce qu'il y a un avocat copié sur un courriel. Il faut qu'il y ait vraiment un cadre bien défini dans ce cas-ci pour être sûr que, à la limite, je veux dire, on pourrait probablement le plaider en cours, mais là, ça serait à la discrétion du juge, mais le contrat vient empêcher tout ou vient dissiper toute possibilité d'interprétation qui n'est pas favorable. Normalement, le contrat fait partie des indices qu'un juge va examiner. Donc, tu veux que ton contrat soit favorable, mais il ne faut pas se cantonner juste au contrat. L'avocat doit participer activement. Et ce n'est pas parce qu'on met l'avocat en CC que c'est privilégié, mais le contraire est également vrai. Un document ne cesse pas, on ne perd pas le secret professionnel si, par exemple, on a omis de mettre l'avocat en copie. Il y avait un échange entre deux équipes techniques, ils essayaient de résoudre un problème. L'avocat a été impliqué directement par la suite, mais l'objectif poursuivi est clairement pour être capable de conseiller l'avocat. On est en train de faire une manœuvre technique dans ce cas-là. On ne perd pas le secret professionnel sur ce qui s'est passé. Je serais beaucoup plus à l'aise de plaider ça que de plaider que juste parce qu'un avocat était en copie, que ça devrait être protégé par le secret professionnel. Donc, l'objectif, le fond est important, la forme est aussi importante, mais secondaire. On revient toujours à l'importance du contrat qui vient appuyer cette démarche-là. Donc, le fait si l'avocat n'est pas en CC par accident, mais si le contrat vient dire que l'avocat est présent et est actif, comme tu le mentionnes, bien, ça vient donner force à cette protection-là qui vient d'être balisée. Oui, mais dans un monde idéal, les consultants en cybersécurité comprennent exactement leur rôle. Et puis, par exemple, lorsqu'ils envoient un rapport, ils disent cher maître,
une telle, etc. Nous vous écrivons conformément à votre demande. Voici le rapport que nous vous avons produit. Veuillez le partager avec votre client s'il respecte X, Y, Z, etc. Ça nous fait plaisir de le réviser avec vous. Par exemple, c'est beaucoup plus clean que ce soit envoyé directement au ciseau avec l'avocat en CC. Donc, il y a des façons de faire qui reflètent vraiment la nature de l'entente et il faudrait que toutes les parties suivent ce protocole qui est normalement établi d'avance. Et bien communiquer à toutes les parties pour justement éviter des situations qui sont imparfaites. Exact. Et toutes les annotations sur des documents, des rapports ou des courriels qui disent privileged and confidential, normalement en français privilégié, confidentiel ou assujetti au secret professionnel, etc. Donc, c'est ce qu'on va retrouver normalement sur ce genre de documents. Très intéressant. Ça couvre, je pense, un peu l'usage. Maintenant, le cas de l'Ontario, justement, parce que il y a le cas de l'Ontario, là, pour très, très grossièrement le résumer, le commissaire à la vie privée a fait une requête, la compagnie refuse, invoque le privilège, ils sont dans le zone d'aller devant les tribunaux. Il y a eu une décision par rapport à ça qui balise, en quelque sorte, ou qui rappelle, en quelque sorte, qu'est-ce qui fait partie de la protection et ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est là, il y a peut-être des petites nuances supplémentaires qui sont là, que je vais te laisser expliquer mieux que moi. Mais je pense que notre auditoire a déjà une bonne base pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je pense qu'ils vont mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Life Labs. Donc, Life Labs, c'est un cas récent à la Cour de l'Ontario, Divisional Court. Qu'est-ce qui s'est passé dans Life Labs? Life Labs a été victime d'une cyberattaque en 2018 de mémoire. Quelques millions de Canadiens ont été concernés par cela. Life Labs fournit des services de tests médicaux, etc. Donc, c'est quand même des renseignements personnels qui peuvent être relativement sensibles. Et donc, lorsqu'il y a des millions de Canadiens qui sont impliqués, naturellement, ça va attirer l'attention de certains commissaires en matière de protection des renseignements personnels, dont ceux de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui ont mené une enquête conjointe, mais également un commissaire de la Saskatchewan, etc. Il y en avait d'autres qui étaient impliqués et qui ont examiné ça de près. Dans le cas de cet incident, Life Labs a avoué avoir payé la rançon. Ils ont dit on a fait tout dans notre pouvoir pour essayer de mitiger le risque. Ils ont offert un service de surveillance du dossier de crédit. Ils ont fait plein de belles choses. Et ils ont également embauché des consultants en cybersécurité externes à travers un cabinet d'avocats, comme était la pratique courante. Je n'ai pas vu les documents contractuels, je n'ai pas accès à tout aux détails complets, mais c'est cabinet d'avocats réputables, des firmes de services conseils réputables qui étaient engagés pour répondre et enquêter l'incident en question, être capable de déterminer c'est quels renseignements qui ont été concernés, de remettre les systèmes sur pied, etc. Donc, il y a eu plusieurs rapports qui ont été produits dans la foulée de tout ça. Les commissaires de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont dit « OK, mais on va quand même enquêter sur ce qui s'est passé ». Dans le cadre de leur enquête, ils ont dit « mais on aimerait ça recevoir une copie de ces rapports ». Life Labs, ils ont levé la main, ils ont dit « mais non, c'est protégé par le secret professionnel de l'avocat, par le privilège relatif au litige, donc Litigation Privilege, Solicitor Client Privilege ». Et les commissaires ont demandé « mais c'est sur quel document ?» Ils ont dit « tous les documents et tous les privilèges ». Tout y est, là. Tout y est. On invoque tous les privilèges sur tous les documents, vous n'allez rien recevoir. Il y a eu des échanges un peu corsés de ce que je comprends entre les parties, finalement. Ils sont allés en course et que c'est devenu corsé, qu'il y avait besoin d'avoir une décision. Mais en fait, il y a une première décision qui s'appelle PHIPA Décision 114 qui a été publiée. Cette décision-là explique un peu les demandes qu'a faites le commissaire pour recevoir les documents et les raisons sur lesquelles il s'appuie pour dire que ces documents-là ne sont pas assujettis au secret professionnel ou que Life Labs n'a pas fait de la démonstration que ces documents sont protégés par le secret professionnel. Par la suite, Life Labs a finalement obtempéré à ces demandes tout en réservant ses droits et en disant on invoque quand même tous les privilèges possibles, mais dans l'intervalle, on vous donne ces documents-là pour que vous puissiez faire votre enquête, mais ils ont jamais renoncé au secret professionnel. Donc, il y a 2 décisions qui ont suivi, qui n'ont jamais été publiées. De mémoire, c'est décisions 120 et 122.
Et puis, vous pouvez aller voir sur le site web du commissaire à la vie privée de l'Ontario et puis vous allez voir que ces décisions-là ne sont pas là pour l'instant. La raison pour laquelle elles ne sont pas là, c'est qu'une des décisions de mémoire 122, c'est celle qui s'appuie sur beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans des documents sur lesquels Life Labs revendique le secret professionnel. Okay. Donc, en attente d'une décision claire et finale sur ce sujet, ces documents, ces rapports des commissaires n'ont pas été encore publiés. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils contiennent. Les décisions 120, c'est une décision sur le secret professionnel qui a suivi la décision 114. Donc, ça ressemble à ça. On parle en 2000, les faits sont en 2019, 2020, ça se passe, il y a des débats, etc. Ces décisions-là sont sorties, je pense, en mars 2020. Et là, on a été rendu en mars 2024, presque. Oui, quasiment 4 ans plus tard. Quelques années plus tard, on se ramasse avec une décision de la Cour de l'Ontario qui dit que les commissaires avaient raison sur pas mal tout. Cette décision a déjà été portée en appel par Life Labs. Voyons, ça va être quoi les conséquences de l'appel. Mais OK, qu'est-ce qu'elle dit, cette décision? Cette décision vient confirmer quelque chose qui était bien connu, que les faits, en tant que tels, ne sont pas assujettis au secret professionnel. En fait, pas une opinion, pas une communication, en fait, n'est pas assujetti au secret professionnel et que Life Labs avait une obligation de produire et de transmettre ces faits au commissaire et donc les rapports qui contiennent ces faits ne sont pas assujettis au secret professionnel comme revendiqué par Life Labs. Et c'est vraiment à ce dernier élément de raisonnement où peut-être qu'on serait un peu en désaccord avec la décision. Dans le fond, la décision dit que le document qui contient l'information n'a pas accès au privilège. Contrairement à de ce que je comprends de ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est juste l'information qui n'est pas protégée par le privilège, mais le document, le véhicule contient aussi d'autres éléments inhérents parce que pour avoir produit des documents, peut-être pas dans un contexte qui était sous secret professionnel, mais il y a beaucoup plus que juste les faits dans un rapport qui est soumis par la firme d'experts qui est éventuellement à l'avocat dans ce cas-ci. Donc, c'est un peu direct de dire que le document perd au complet sur la base qu'il y a des faits à l'intérieur de celui-ci. Ben, en fait, c'est exactement ça. La Cour vient de dire que tu ne peux pas protéger des faits en les mettant dans un document sur lequel tu revendiques le secret professionnel, mais en même temps, ce n'est pas parce que tu as mis des faits qui sont normalement, que tu as une obligation juridique ou réglementaire à dévoiler, etc., dans un document qui serait, lui, assujetti au secret professionnel, que ce document lui-même perd sa qualité d'être privilégié et confidentiel. Donc, je pense que c'est vraiment sur ce point-là, je devine, on n'est pas le cabinet qui représente Life Labs dans ce cas, mais c'est sur ces points-là que Life Labs doit porter la décision en appel. Ce qui, moi, me semble logique, c'est parce que si la base de décision dit effectivement les faits ne sont pas protégés, ça fait pas polémique. Mais c'est vraiment le document, je trouve ça effectivement un peu extrême de déposer. C'est comme d'abandonner le privilège sur la base qu'on met de l'information qui n'est pas protégée dans un document. Je trouve ça un peu excessif, mais ça, c'est mes yeux de non-avocat par rapport à ça. Oui, mais on est aussi dans une situation où les faits n'étaient pas nécessairement super favorables à Life Labs. Je vais citer un exemple, c'est lorsque c'était le conseiller juridique principal interne de Life Labs a été interrogé sur la raison pour laquelle certains de ces rapports ont été produits. Cette personne n'avait pas de réponse. Au lieu de dire non, ils ont été produits dans un cadre de l'obtention d'un service juridique que mon prédécesseur avait mandaté, tel cabinet d'avocats, etc., donc qui est la réponse qu'on devrait être capable de donner, cette personne ne pouvait pas fournir cette réponse-là à la Cour ou au commissaire. Donc, il y a des déficiences au niveau factuel qui font en sorte que Life Labs pourrait avoir un peu plus de difficultés à faire la preuve du secret professionnel ou de type de privilège qui est applicable dans chaque cas. Mais voyons où les cartes vont tomber. Je n'ai pas... Non, c'est ça. Là, on est vraiment dans la spéculation de comment est-ce qu'ils vont gérer un cas qui est actif. Donc, je ne sais pas, mais ça fait partie dans des faits qui avaient été... qui m'avaient marqué, par exemple.
et raison pour laquelle c'est super important et on en parle à nos clients qui comprennent qu'on est en train de faire tout ça dans un objectif de vous fournir un conseil juridique quant à vos responsabilités en matière de loi sectorielle en cybersécurité, en matière de loi, en matière de protection des renseignements personnels, loi 25 ou autres à travers le Canada, ou en matière de responsabilité civile générale en cas de recours collectif. Donc, comment gérer un incident pour être capable de minimiser l'exposition légale. Exact. Ouais. Exact. Donc, et tout ça est structuré en ce sens. Et les firmes externes sont là pour venir en appui à cette fonction ultime. De limiter l'exposition et donc les dommages de la firme. Donc, selon ce qui t'avait marqué, d'ailleurs, ce que j'en comprends, c'est un peu la manque de rigueur de LifeLab dans l'occurrence, qui serait peut-être le point faible de cet élément-là, mais en espérant que parce que cette décision-là pourrait avoir des conséquences beaucoup plus grandes. Considérant que là, si le jugement dit que le document qui porte des éléments factuels perd son privilège, ça va changer les habitudes. C'est ça essentiellement que ça veut dire, c'est qu'on mettra plus d'éléments factuels dans des documents privilégiés, mais dans l'absolu, ça pourrait avoir des suites qui sont peut-être non voulues, non désirées. Les cabinets d'avocats et les clients, parce que on ne le fait pas tout seul, là. Il faut un avocat qui mène bien et qui gère bien, breach coach là, qu'on appelle, oui. Qui est en train de bien coacher son équipe. Donc, que ce soit l'équipe en consultant en cybersécurité, que ce soit même des équipes en relations publiques, etc., qui interviennent également, et son client, pour être capable de bien protéger. Notamment, il y a souvent un protocole de secret professionnel qui est mis en place dès le début de l'incident. Ce protocole doit être suivi. Cette décision, pour moi, ça met en exergue l'importance de suivre le protocole et de ne pas en dévier, parce que le risque de l'autre côté, c'est de se ramasser dans une situation où on n'a pas suivi les conseils, où on n'a pas la preuve documentaire pour démontrer que tout ça a été fait dans un objectif de fournir un conseil juridique. Et là, on risque de renoncer au secret professionnel ou d'avoir une autre partie qui dit, en fait, votre revendication du secret professionnel sur ce document, je ne pense pas qu'il tient. Puis on se ramasse dans des débats. Personne ne veut se ramasser. Non, mais c'est le but de le but, c'est de ne même pas aller devant la cour puis d'avoir cette discussion-là. Là, si on est déjà rendu en cour puis on a la saga LifeLabs qui continue, c'est not a good look. Non, c'est ça. C'est l'objectif de faire impliquer un avocat rapidement dans le dossier, c'est de ne pas avoir à se rendre jusque là où LifeLabs est rendu maintenant et tout ce débat-là. Ça coûte de l'argent, ce qu'ils font. Et de deux, c'est pas souhaitable, c'est jamais agréable d'avoir à aller passer par ce chemin-là. Donc, c'est pas. C'est ça que le dit protocole, comme tu mentionnes, l'importance de suivre les conseils juridiques qui sont donnés, le protocole. Ça, je ne connaissais pas que vous mettiez un protocole en vigueur à l'entrée de choses et d'autant plus importante et que toutes les parties le suivent. Et dans le cas de LifeLabs, clairement, la personne ne l'avait pas lu. Bien évidemment, peut-être qu'on devrait mettre ça au début de chaque podcast. Le petit disclaimer, tout ce qu'on dit, c'est pas un conseil juridique. Je vais le rajouter, c'est pas, je le dis, on va le dire là, mais c'est aucun conseil juridique ici. C'est une conversation libre qui n'a aucune force de rien du tout et ça lui va être rajouté au début. Si vous avez un incident, consultez un avocat parce que les petits conseils ou les petits indices qu'il y avait dans cette conversation ne sont pas l'entièreté de la formule ou des stratégies qui sont employées pour protéger les intérêts du client. Et ultimement, on ne veut pas juste, ça c'est quelque chose d'important, là, on ne veut pas juste avoir le secret professionnel pour avoir le secret professionnel. Donc, ça c'est quelque chose que je veux stresser puis ramener ça un peu à tout le monde, parce que les avocats ont tendance à sacraliser le secret professionnel. Bien évidemment, c'est notre profession. C'est le secret du client. En effet, c'est le secret du client. Puis deux, parfois, les faits sont extrêmement bénéfiques. Oui. On n'a rien à cacher. Tout s'est bien passé. C'était une attaque zero day. On n'aurait pu rien faire contre ça. Et puis, il faut vraiment équilibrer l'intérêt de mettre en place un protocole qui peut être un peu plus lourd pour protéger le secret professionnel versus l'intérêt d'agir rapidement ou d'autres intérêts d'affaires qui peuvent exister, qui peuvent être d'une importance capitale comparée où on veut préserver le secret professionnel coûte que coûte. Parfois, on a tendance, les avocats, à s'enfarger un peu dans les fleurs du tapis et dire « Ah, mais comment est-ce qu'on va faire pour… »
Ouais, mais comme tu le Parfois, c'est pas si mentionnes, important que ça. le secret appartient au client Mhm. dans l'absolu. Donc, c'était peut-être à lui de prendre la décision éclairée par rapport à ça. Puis tu pensais un peu en préparation de l'enregistrement que certains clients, des fois, vont par accident briser le secret professionnel ou des fois volontairement vont abandonner le secret professionnel parce que ça a des bénéfices qui peuvent leur servir dans certaines circonstances. Exact. Et puis, il y a eu des décisions, notamment, qui est pour une compte Casinorama, où la Cour avait statué que Casinorama avait renoncé au secret professionnel en se référant à un document sur lequel il revendiquait le secret professionnel. Donc, il voulait avoir le beurre et l'argent du beurre. En gros, se référer à un rapport, produire des éléments de preuve de ce rapport-là en cours pour contredire un fait de l'autre partie, mais tout en revendiquant le secret professionnel sur l'entièreté du document. Donc, révéler une partie. Donc, normalement, on n'est pas capable de révéler une partie du rapport et faire un partial waiver. C'est un waiver complet sur le document. OK, c'est important aussi que ça, tu mentionnes, c'est vraiment le document au complet qui porte l'élément comme ça. C'est pas juste c'est pas un document caviardé comme on peut voir régulièrement, plus ce que le gouvernement va ouvrir là, en termes de sécurité. Non. Très intéressant. Moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais comme interrogation par rapport à ça. J'espère que ça a éveillé les consciences et ne pas, on va répéter, c'est pas les conseils juridiques. J'espère que ça a éveillé les consciences, ça a ouvert la compréhension de ça, puis peut-être faciliter vos conversations avec votre firme d'avocat qui, j'espère, vous avez déjà un retainer. Puisque si en cas de brèche, ça peut être un peu plus triste si vous avez personne pour vous accompagner. C'est beaucoup plus facile de discuter des éléments de comment établir le secret professionnel lorsque c'est en lundi bien tranquille que lorsque c'est en vendredi à 16h puis les systèmes ne fonctionnent plus. Puis là, l'avocat doit vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, le secret professionnel. Pendant que Vous êtes un peu moins attentif. Ouais, pendant que le feu est pris dans l'édifice, c'est pas le bon moment de se faire expliquer comment fonctionne le secret, comment fonctionne toute cette démarche-là. De toute façon, même la gestion d'incident tout court, c'est pas favorable d'apprendre son fonctionnement le vendredi à 16h pendant que tout brûle là, globalement. Là. Je souhaite que tout le monde est un minimum préparé d'ici là, et notamment avec sa firme d'avocat pour justement éviter les mauvaises choses. Mais merci pour l'invitation. Merci à toi, c'est toujours très éclairant. Ça ouvre, en tout cas, ça ouvre ma compréhension. J'espère que ça a le même bénéfice pour ceux qui écoutent. On se refait ça bientôt.